Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre focus spécialiste du cancer. Elle cherche à comprendre comment une cellule cancéreuse peut voyager d'un coquillage à un autre. Ben oui, c'est surprenant mais ça existe et surtout, elle vient d'obtenir le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle s'appelle Alicia Lopez-Bruzos et elle est notre rôle modèle du jour. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, vous allez bien? Ouais, ça va avec vous. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? On parlera de la fusion entre X et XAI par Elon Musk. Merci beaucoup. Et puis notre sujet du jour, les chiffres sont alarmants. Près d'un jeune sur deux souffre d'anxiété aujourd'hui en France et plus de 40% ne voient pas l'intérêt de ce qu'ils apprennent à l'école. Alors face à ce constat préoccupant, une femme a décidé d'agir avec ses camps, son livre notamment. Elle propose une approche complète, nouvelle aussi, pour aider les adolescents à trouver leur voie avec confiance et sérénité. Alors comment les aider au mieux à se connaître pour faire justement des choix éclairés? C'est la question qu'on va lui poser. Delphine Lacaille, bonjour. Bonjour Philippine. On est très content de vous recevoir sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la fondatrice de Columbus Éducation, autrice aussi d'un livre qui s'appelle Mieux me connaître pour bien m'orienter. On le voit à l'écran, on en parle dans un instant, Delphine, juste après le focus. Scientifique, post-doctorante à l'université de Caen-Normandie, spécialisée aussi dans la recherche contre le cancer, Alicia Lopez-Bruzos est une personnalité à suivre et on en parle aujourd'hui parce qu'elle est récemment distinguée par le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et son portrait nous est présenté aujourd'hui par Dylan Kohler. Y vamos a saludar precisamente a una de esas investigadoras, es Alicia Bruzos, investigadora postdoctoral en la Universidad Caen, Normandía, en Francia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nous célébrons aujourd'hui une étoile montante de la science, Alicia Lopez-Bruzos. Cette jeune chercheuse d'origine espagnole vient de remporter le prestigieux prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Une reconnaissance qui met en lumière un travail aussi captivant qu'inédit. Imaginez un instant si des cancers transmissibles chez les organismes marins pouvaient détenir des secrets sur cette même maladie, mais à échelle humaine. Eh bien, c'est ce qu'explore la postdoctorante à l'université de Caen-Normandie. En quête de réponses dans les profondeurs de la mer, ces découvertes pourraient ouvrir de nouvelles voies dans le traitement de cette maladie complexe. Le cancer étant la première cause de mortalité prématurée en France. Le prix qu'elle a reçu n'est pas qu'une simple récompense, mais un véritable encouragement dans la poursuite de son travail. Alicia Lopez-Bruzos prouve aujourd'hui que la curiosité et la détermination peuvent mener à des avancées majeures dans la recherche scientifique. Avec son enthousiasme et son engagement, elle montre que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans un secteur principalement masculin. Rôle qu'elle représentera bientôt à la tête de son propre laboratoire à Brême, en Allemagne. Une figure modèle qu'on ne manquera pas de suivre de très près dans les années à venir. Y por supuesto, muchísimas gracias al Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura y a ti por dejarme compartir con vosotros esta historia. Muchas gracias. Allez, autre chose maintenant, on va parler d'orientation des jeunes qui, vous le savez, on en parle régulièrement ici, est un moment clé dans leur parcours, souvent synonyme aussi de questionnement, parfois de stress et de crainte, mais traditionnellement axé sur les résultats scolaires. L'approche de l'orientation évolue et il apparaît de plus en plus essentiel, c'est ce qu'on voit en tout cas, de prendre en compte le développement personnel, la connaissance de soi et les compétences humaines pour permettre justement aux adolescents de construire un avenir qui leur ressemble. Et alors que justement de nombreux jeunes se sentent complètement perdus face à la multitude d'options qui se présentent à eux et à parfois des pressions diverses. Comment repenser l'accompagnement à l'orientation pour qu'il devienne un véritable levier d'épanouissement et de confiance en soi? On se pose la question tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et notre invitée aujourd'hui, justement, pour en parler, elle est en plateau avec nous, Delphine Lacaille. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Columbus Éducation et puis autrice aussi de ce livre qu'on va voir à l'écran dans un instant où vous avez diffusé votre pédagogie Mieux me connaître pour bien m'orienter. Alors, vous êtes passionnée par les jeunes. C'est un truc qui vous a toujours suivi depuis des années, dans le cadre de Columbus Éducation, dans le cadre de ce livre aussi. Qu'est-ce qui vous a amené depuis toutes ces années, à agir en faveur de leur épanouissement? Alors, en fait, pour être précise, c'est plutôt une reconversion. J'ai découvert en fait le grand milieu de l'éducation et comme une nouvelle, un engagement il y a quelques années quand je me suis retrouvée moi-même face à une page blanche.
après 20 ans de vie professionnelle variée, donc avec un engagement d'abord pour mes enfants. Enfin, on découvre toujours un peu les questions d'éducation, d'accompagnement déjà avec ses enfants. Et puis ensuite, grâce aux outils de développement personnel que j'ai moi-même découvert quand je me suis retrouvée face à cette page blanche sur ma vie professionnelle. Donc vous avez complètement changé de braquet et vous vous êtes dit, ça y est, maintenant c'est l'épanouissement des jeunes qui va devenir ma nouvelle vie. Je me suis dit que de toute façon, pour relever les grands défis de notre société, le sujet, c'est l'éducation. Ouais. Le sujet, c'est accompagner les jeunes, leur transmettre des outils et une vision aussi, puisque je me suis basée sur mon côté positif. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Et dans ce milieu où il y a beaucoup de... on parle de stress, vous le disiez, d'angoisse. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont plombants et négatifs. Et moi, c'est pas du tout ma vision. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter à cette jeunesse. Alors, je me suis lancée dans l'aventure. Alors, vous vous êtes lancée en 2019, c'est ça, Exactement. Avec Columbus Éducation. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Comment vous les accompagnez, ces jeunes, aujourd'hui? Alors, concrètement, justement, j'ai voulu... je me suis questionnée sur des outils pour rendre ces sujets plus légers, plus ludiques, plus agréables. Moi, j'ai toujours aimé travailler. Ça n'a jamais été un sujet d'angoisse, de stress. Je me suis toujours épanouie du premier petit boulot que j'ai fait à 17 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est une chance. C'est une chance, mais je pense que c'est un état d'esprit. Bien parce sûr. Que justement, quand on aime ce qu'on fait et qu'on positive et qu'on développe sa curiosité, quel que soit le boulot, que ce soit un premier job jusqu'à ensuite avoir des responsabilités, commencer à encadrer, etc. Toutes les expériences sont intéressantes. Et donc, la façon de rendre ça ludique, je me suis dit, c'est de rencontrer des gens, justement, s'inspirer de ce qui se fait, les rôles modèles, on en voyait tout à l'heure. Moi, ça me passionne, les rôles modèles, ça me passionne de rencontrer et de questionner tous ces parcours, toutes ces personnalités. Et la meilleure façon de faire ça, je me suis dit, c'est justement pendant les vacances, parce qu'on a du temps, les jeunes ont du temps, on est dans un cadre sympa, en général, quand même, les vacances, c'est chouette. Ouais. Autant, à cet âge-là, on n'a pas forcément envie d'aller à l'école, autant partir en vacances, normalement, tout le monde aime ça. Sympa. Et donc, je suis partie de cet état d'esprit plutôt joyeux, festif, ludique, qui me ressemble aussi, pour transmettre ces outils dans ce cadre-là. Donc, vous emmenez en fait des jeunes, des adolescents, ils ont quoi, entre 12 et 17 ans? Exactement, on démarre à 12 ans. D'accord. On démarre à 12 ans parce que l'orientation, elle arrive souvent tard. Et plus on en parle tard, et plus on stresse, parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on se dit il faut faire un choix là, d'options, de voies, etc. Et pourtant, le plus tôt on commence à développer ces compétences-là, à questionner, etc. Et finalement, le mieux c'est. Et donc c'est pour ça qu'on démarre à l'âge de 12 ans, donc jusqu'à 17 ans. C'est 2 groupes différents en général. Et on part en exploration. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, Columbus. C'était pour faire référence aussi à un des plus grands explorateurs du Nouveau Monde. Et je pense qu'il y a un vrai Nouveau Monde qui est réel devant nous et qui va encore plus se développer. Et donc voilà, donc c'est de l'exploration. La signature, c'est un peu ça, l'exploration de soi, des autres. D'où le format camp, collectif, et du monde qui nous entoure. Nouveau Monde, vous en parliez, dans lequel aujourd'hui, en tout cas, près d'un adolescent sur 2 présente des symptômes d'anxiété. 43% surtout ne perçoit pas, l'utilité de ce qu'ils apprennent à l'école. C'est quand même des chiffres qui vous ont inquiété, j'imagine, qui vous font réagir et qui vous font dire, en fait, cette génération, on a besoin de lui donner aussi envie d'apprendre, ce que vous me disiez tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité, mais je pense qu'il existait, il y a toujours eu des jeunes scolaires qui s'épanouissent en classe, etc. Et puis, il y a quand même toujours eu près de la moitié de la classe, finalement, 43%. Près de la moitié de la classe. Bon, moi, j'étais un peu dans ces jeunes-là qui s'ennuient. C'est hyper compliqué de rester assis sur une chaise à écouter, même si c'est intéressant. Mais à cet âge-là,
Voilà. Mais l'effet que si vous l'avez ressenti, ça veut dire que les choses ne changent pas au fil des années. Et les choses ne changent pas. Et malheureusement, les choses vont même, à mon avis, s'empirer parce qu'on est quand même sur une génération digitale qui va vite, qui se lasse vite, qui scrolle, qui s'ennuie. Enfin, on voit même la durée des cours qui est passée d'1 heure à 50 minutes, à 45 minutes, et je ne sais pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais je suis sûre qu'on va être obligé de réduire ces temps scolaires académiques pour presque faire la moitié d'un cours, et la moitié, en fait, il faudrait tout le temps qu'ils soient en TP, en activité. Pour s'adapter à leur temps d'attention, c'est ce que vous... C'est par rapport à l'attention, par rapport à l'intérêt, justement, aussi, à la motivation, et au côté concret de ce qu'on apprend, en fait. À quoi ça sert ? C'est ce que vous faites, parce que sur votre site internet, vous expliquez que pour aborder cette question de l'orientation aussi, dont je parlais en introduction, qui est essentielle et qui concerne actuellement des milliers, voire même des millions de jeunes, cette pédagogie d'apprendre en faisant, ce que les Anglais disent « learning by doing », pour vous, c'est la clé? Pour moi, c'est la clé. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime apprendre. Et je me rends compte que c'est comme ça que les jeunes apprennent aussi. Toutes les expériences qu'on fait pendant les séjours, par exemple, donc toutes les immersions en entreprise, on va dans les coulisses en fait, de structures, etc. Je prends un exemple, l'ostréiculture. On fait les métiers de la mer sur notre camp à Arcachon. D'accord. Tous les jeunes nous disent mais c'est génial, j'ai tout compris sur l'ostréiculture, les métiers de la mer. Enfin voilà, on se rend compte que quand on est sur le terrain, on apprend beaucoup plus vite. Ça change tout. Vous aimeriez faire un petit cours d'ostréiculture, Oui, Alec ? exactement. Non, moi j'ai une petite question d'un point de vue peut-être un peu plus scientifique. Oui. Quand on se lance sur des sujets de la recherche fondamentale ou autre, on peut apprendre en faisant à cet âge-là. Je me rappelle de mes premiers cours de mathématiques où je commence à poser une équation XY, je ne savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Est-ce que même sur ces sujets qui sont extrêmement techniques, on peut essayer de les rendre ludiques ? Moi, je pense que c'est au contraire, c'est encore plus le cas que, on va dire, sur des matières plus littéraires ou philo, etc., où là, on est quand même dans l'esprit. Les matières concrètes, technologiques, scientifiques, demain numériques, on voit bien que c'est par le concret et par la vraie vie qu'on peut capter notamment ceux qui ont du mal avec ces matières-là. Parce que les jeunes qui suivent ou qui ont des facilités, on va dire, scolaires, quel que soit le domaine, ceux-là, ils ont ils avancent. Mais ceux qui bloquent sur ces sujets-là, quand on les ramène à la réalité et au côté très concret, à quoi servent les maths, la SVT, tout ça, c'est le monde qui nous entoure, la physique, etc. Ça leur permet d'avancer et de pas décrocher, parce qu'on a un sujet aussi de décrochage scolaire qui est de plus en plus important. Est-ce que vous avez remarqué que les bons élèves qui ont de l'optionnalité par définition, ont aussi beaucoup plus de mal à faire des choix? Parce que moi, c'est quelque chose que je vois actuellement avec mes sœurs, ou même moi, je l'ai vécu. Quand on est bon élève, on en parle très très peu, mais c'est aussi extrêmement compliqué parce qu'on a pas mal de choix. On peut faire, moi à l'époque, j'avais médecine, j'avais de la tech, j'avais de l'éco, etc. Et on ne sait pas forcément où partir. En général, on fait ce que les parents ont fait. Alors moi, c'est pas mon cas, mais c'est ce que j'ai vu autour de moi. Et je trouve que c'est une autre question. Il y a bien sûr les jeunes qui sont en difficulté, mais il y a aussi les jeunes avec qui ça fonctionne, mais qui ont beaucoup plus de mal à faire des choix parce qu'au contraire, ils ont tous les choix, par définition. Alors c'est exactement ce qu'on vit sur le terrain. Et c'est pour ça finalement, on ne travaille pas le sujet de l'orientation en fonction des résultats scolaires. C'est pour ça qu'on le travaille en fonction de la personnalité, puisque dans nos groupes, on peut avoir dans le même groupe un premier de la classe, un très bon élève, mais qui effectivement ne sait pas du tout quel spé choisir, puisque en fait, il faut quand même choisir. Est-ce que c'est plutôt l'éco, les sciences? Donc c'est très compliqué. Comme un décrocheur qui a les mêmes questions, sauf que voilà, c'est un petit peu les deux extrêmes, les très bons et les décrocheurs. Et donc là, on sort du niveau scolaire, justement, en disant, écoute, pendant cette semaine, tes résultats scolaires, on n'en parle pas.
Et par contre, on va travailler ta personnalité. Voilà, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive, est-ce qu'ils ont des rêves, des passions, des affinités, et c'est là qu'on va vraiment explorer. Voilà, qui je suis, quel est mon mode d'emploi, qu'est-ce qui m'intéresse, pour petit à petit affiner et trouver, en tout cas trouver les outiller pour que ce soit eux qui fassent leur choix. Et ça, c'est important. On va continuer, nous, à l'explorer avec vous dans un instant, Delphine, si vous voulez bien. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie toujours de notre invitée Delphine Lacaille. Aujourd'hui, Delphine, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre qui a une idée derrière la tech. Alors Alexandre, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de ce monsieur-là, Elon Musk, qui fait son grand comeback, toujours là, là où on ne l'attend pas. Il vient de fusionner son réseau social, X, anciennement Twitter, avec XAI, sa société d'intelligence artificielle. Ça signifie quoi concrètement? Alors oui, Elon Musk, pour le coup, frappe encore fort. On en parle souvent ici, mais en fusionnant X et XAI, il veut créer ici un écosystème unique où le réseau social et l'intelligence artificielle, justement, vont faire plus qu'un. L'idée, c'est, selon ses mots, d'accélérer le développement humain. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette fusion va permettre d'intégrer son IA, son chatbot, développé par XAI, directement dans la plateforme X. C'est un mouvement stratégique pour transformer X en bien plus qu'un réseau social. C'est sa vision, c'est son idée. Musk va en faire une super app où l'on peut discuter, acheter, créer et désormais, bien sûr, interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle. Et ce chatbot Grok, il a quoi de particulier par rapport aux autres, dont ChatGPT? C'est une IA conversationnelle comme les autres, mais par contre, elle va être développée et entraînée sur les données de X. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça, c'est un vrai atout. Ça lui donne un avantage très spécifique. Elle est en permanence connectée à l'actualité. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, peu de monde sait le faire. Là où
OpenAI, par exemple, s'appuie sur des bases de données statiques. En fait, lui va pouvoir réagir à ce qui se passe en temps réel, à l'instant T, en analysant le flow de tweets directement sur la plateforme X. Musk affirme aussi que son IA a un style beaucoup plus provocateur, un peu plus rebelle, on s'imagine bien pourquoi, et que les autres IA, ce qui colle bien sûr avec l'esprit de X. L'idée, ça va être de proposer une IA qui soit pas trop lissée, comme on pourrait dire en Europe, et qui puisse débattre, argumenter, voire même challenger l'utilisateur. Bon, est-ce que cette fusion, elle cache pas aussi un peu une ambition économique ou stratégique? Bien sûr, absolument. Ouais. Il ne faut pas oublier que Elon Musk est en concurrence directe avec Meta, avec OpenAI, qu'il a d'ailleurs cofondé et quitté, mais qu'il critique maintenant ouvertement. Il reproche aussi à OpenAI de s'être trop rapproché de Microsoft et d'avoir trahi sa mission initiale de l'open source. En intégrant l'IA, lui, directement dans X, Musk veut faire de sa plateforme une alternative à Meta et à OpenAI. Et sur le plan, bien sûr, économique, cette fusion, elle va permettre d'unifier les équipes, la propriété intellectuelle, qui est un énorme sujet en intelligence artificielle, et les infrastructures techniques. Ça signifie moins de redondance, plus de synergie, et bien sûr, surtout, une plus grande maîtrise des données générées par les utilisateurs. Donc justement, qu'on soit très clair, les utilisateurs aujourd'hui deviennent en quelque sorte les contributeurs de cette intelligence artificielle. Exactement, exactement. Et c'est d'ailleurs là où ça devient intéressant et un peu sensible, en s'appuyant sur les contenus partagés sur X, les posts, les commentaires et autres. L'IA va venir se nourrir en continu par les interactions humaines. Ça pose évidemment des questions d'éthique. Je vous vois sourire Delphine, mais effectivement, parce qu'on va se demander... qu'est-ce qui va être utilisé? Est-ce que l'utilisateur va pouvoir refuser que ces posts ou autres soient utilisés pour entraînement par l'IA? Donc ça va poser aussi des questions d'éthique, et pour l'instant, Elon Musk n'a pas donné de précision à ce sujet, comme vous pouvez l'imaginer. Mais dans l'esprit d'Elon Musk, cette fusion est une manière aussi d'accélérer le développement de son IA et d'une IA plus libre, plus ouverte face aux IA jugées trop censurées. Est-ce qu'on pourrait dire que Elon Musk il est en train de créer une super application, un peu comme WeChat en Chine? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le parallèle entre l'IA et la Chine se fait même, entre les US et la Chine se fait même à ce niveau-là, excusez-moi. C'est exactement ça. Donc en fait, Musk a déjà évoqué à plusieurs reprises que son idée avec X est d'en faire une Everything App. Ce qui veut dire par Everything App, ça veut dire qu'on pourra s'informer, faire des achats bientôt, créer du contenu, communiquer, comme vous pouvez l'imaginer, sur X, mais aussi maintenant interagir en profondeur avec une IA. Et je ne sais pas si vous avez essayé, il a même rajouté la fonctionnalité de pouvoir générer des images directement dans X. Donc la fusion avec XAI est une étape stratégique vers cette vision à la WeChat, comme vous l'avez dit, mais sauce Musk cette fois-ci, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus directe, plus connectée à l'actualité, et surtout avec une IA en plein cœur. Bon, la popularité de X a quand même beaucoup souffert depuis son rachat par Elon Musk. Est-ce qu'on peut dire que cette fusion viendrait redonner un second souffle à la plateforme? Il l'espère, c'est le pari de Elon Musk à l'heure actuelle. Depuis son rachat en 2022, X a perdu beaucoup d'annonceurs sur sa plateforme et son attrait au grand public. Il y a beaucoup de journalistes qui ont déserté la plateforme. L'intégration de l'IA vise ici à relancer l'engagement, à séduire de nouveaux profils utilisateurs, notamment des professionnels, des influenceurs et aussi des professionnels de la tech, parce qu'ils sont assez nombreux sur X. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, pour cet éclairage. Une chose est sûre, mesdames et messieurs, c'est qu'Elon Musk ne cesse jamais de bouger les lignes. Et vous êtes là régulièrement pour nous en parler. Ça vous a un peu perturbé, Delphine, cette chronique, cette annonce? On se questionne. Si une IA qui va chercher de l'information, qui va se nourrir, vu la quantité de fake news, de haters, comme on dit, et justement d'esprit négatif. Enfin, moi, tout ce que je déteste. Tout ce que vous détestez, voilà, moi, je ne suis pas du tout une fan de X. Enfin, j'étais sur Twitter, et puis après, j'ai complètement arrêté ce réseau. Ça ne m'intéresse plus du tout. Enfin, je n'y trouve aucun intérêt et aucune source d'épanouissement et voilà, mais bon, on suit l'actualité. Exactement. Et voilà, mais Alexandre est toujours là pour nous en parler en tout cas. Merci beaucoup. Merci, et puis on lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. On parlait justement de ce rapport aux écrans qu'on peut avoir, aux réseaux sociaux. Vous parlez d'épanouissement aussi face au temps d'écran des jeunes qui ne cessent d'augmenter. Étude après étude, c'est ce qu'on constate et on en parle régulièrement ici aussi. Comment vous arrivez à susciter l'intérêt des jeunes aujourd'hui avec des activités qui sont principalement en extérieur aussi, où justement ils doivent être loin des écrans pour apprendre à se connaître eux? Est-ce que ça c'est quelque chose de facile à faire face à cette génération? Non? Pas du tout. Pas du tout. Et
Et pour être tout à fait honnête, on recommande aux parents et aux professionnels qui inscrivent les jeunes, puisqu'on travaille directement avec les parents, mais aussi avec des partenaires type éducateurs, structures sociales, etc. Donc la première recommandation, c'est de surtout ne pas leur dire qu'ils vont être déconnectés toute la semaine, puisque sinon ils viendront pas, et on va créer déjà un conflit ou un esprit négatif ou désagréable, alors que c'est tout l'inverse. Exactement. Ouais. Et on aborde ce sujet avec eux la première journée. En fait, pour justement créer cette relation de confiance, d'expliquer le contenu, les objectifs, et leur montrer à travers un atelier qu'on appelle justement le cadre de sécurité, les règles de fonctionnement, quelle va être la place du téléphone dans la semaine. Et ensuite, chaque groupe et chaque équipe aussi s'adapte au groupe. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, dès la première journée, on va voir qu'il y a un sujet. Il y a un sujet d'hyperconnexion. On sait que ça va être compliqué de les déconnecter, ça va être compliqué d'aborder ce sujet. Donc, on va s'adapter. Et il y a d'autres groupes où, dès la première journée, on voit que les téléphones sont rangés dans les sacs. Ils ne les ont pas sortis de la journée. Ils interagissent déjà. Et donc, on s'adapte aussi au groupe. C'est pas une punition, en fait. C'est ça qu'on veut toujours leur faire comprendre. C'est que c'est une façon de leur montrer tout ce qu'on arrive à faire dans une journée quand on n'est pas sur son téléphone. Et il y a plein de choses à faire, justement, pour apprendre à mieux se connaître. Mieux se connaître pour bien m'orienter, c'est le titre de votre livre que vous avez publié. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans ce livre quand on est jeune ou parent et qu'on découvre cette interview? Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus par rapport à vos camps? C'est quoi les clés en fait que vous transmettez aux jeunes et à leurs parents dans ce livre? Alors, ce qu'on peut trouver de plus, c'est que du coup, c'est accessible. Il y a beaucoup d'explications, en fait. Voilà, la différence avec d'autres outils, c'est que nous, on n'a pas voulu juste faire cocher des cases. Ouais. Moi, j'ai un sujet aussi sur l'orientation aujourd'hui avec toutes ces IA aussi qui sortent, ces applis. On demande à des jeunes, toujours pareil, de cocher, de scroller, de liker, de pas liker. Mais bon, l'orientation, c'est un petit le fonctionnement de l'être humain, de nos personnalités, de nos talents, de nos besoins. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ça s'explique. Il y a des chercheurs, il y a des philosophes. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de professionnels qui ont créé des outils d'accompagnement. Donc voilà, dans le livre, il y a à la fois ces explications pour trouver son mode d'emploi et pour comprendre comment chacun fonctionne. Et il y a aussi des défis, des exercices, des QR codes. On a voulu que ce soit très interactif. D'accord. Et pour identifier quelque part ses valeurs et trouver son sens et trouver son orientation quelque part. Oui, alors dans les grands outils, on travaille aussi, on explique les croyances limitantes et les peurs, parce que souvent l'orientation et à l'adolescence, on est pétri de peurs, de croyances limitantes. Et je suis nulle en ceci, je suis nulle en cela, j'arriverai pas à faire ceci, j'arriverai pas à faire cela. On a déjà un bagage, alors qui est lié soit aux résultats scolaires, soit quelquefois aussi à l'environnement familial, géographique, social, les amis, etc. Donc dès le premier jour et donc dès le début du livre, on explique un petit peu cette philosophie des peurs, des croyances limitantes, le positif entraîne le positif. Voilà, enfin, tous ces mécanismes qui se passent dans notre cerveau. Et puis ensuite, on aborde justement les talents, les besoins, les valeurs, l'intention. Voilà, arriver petit à petit à pouvoir écrire ou en tout cas penser à une intention. Voilà, si je pouvais avoir une baguette magique ou voilà, si j'étais avec des super pouvoirs, ce serait quoi mon intention pour réussir ma vie? On les questionne aussi sur la réussite. Et ça, on le fait en micro-trottoir. Parce que ça, c'est une question que j'adore poser. Quelle est ta définition de la réussite? Quelle est votre définition de la réussite? Personne n'a la même. Personne n'a la même. Voilà, donc c'est tout ce qu'on retrouve. Réussir sa vie, réussir dans la vie. Qu'est-ce que c'est votre définition à vous, Delphine? Alors moi, c'est plutôt réussir sa vie et c'est tout simplement, justement, atteindre ses objectifs et atteindre son propre équilibre.
Et on n'a pas le même. C'est déjà pas mal. Et voilà. C'est déjà pas mal. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, d'être venue sur le plateau. Aujourd'hui, on a été ravis de vous recevoir. On rappelle que ça s'appelle Columbus Éducation avec ses camps Columbus Camp. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Merci infiniment. Merci aussi. Merci à vous. À vous, Alexandre, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À Édouard Deniau d'avoir produit cette émission ainsi qu'à toute la régie. Et puis nous, comme tous les jours et dès demain, on se retrouve à 12h30, toujours sur Scoop TV. Passez une très belle journée. Ciao.